Bonjour tout le monde. Pour la prochaine demi-heure, c'est la gang de Polytechnique qui va présenter. Vous connaissez la gang, c'est Sarah Donnet qui est co-leader sur l'application de projet, Michel qui est leader d'activité 2 et Benoît Barbeau qui nous aide sur le traitement et moi-même. Avant d'embarquer dans les différents projets, on va d'abord vous dire pourquoi on fait ce projet-là. On fait ce projet-là parce qu'il y a des cyanobactéries dans l'eau. Il y a des cyanobactéries dans les ressources d'eau potable. Ils entrent dans les usines, ils ont besoin de le manager dans nos usines. On va minimiser la toxicité qui rentre dans l'usine et qui finit à l'eau potable. Et aussi, on a besoin, comme Sébastien a montré dès le début, on doit faire on time. Les mesures de management qu'on fait dans les usines se fait toujours en retard. Parce que les outils qu'on a ne sont pas les usines qui nous donnent des résultats assez rapides. On a fait le management rapide, on time, mais on n'a pas des outils de faire ça. C'est pour ça qu'on fait cette partie d'attrape, c'est un mélange de qu'est-ce qui se passe à la source, qu'est-ce qu'on fait dans l'usine, comment on le manage. Pour mieux expliquer, si on a les livrables, si on a la livrable première 1, le premier livrable, qui est sur le développement d'un kit Chemical Genomic Diagnostic Toolkit. Je sais qu'on parle, ça, c'est pas la partie de Poly exactement, parce qu'on fait beaucoup de traitements, mais on veut savoir c'est quoi les conditions que ces cyanobactéries croître dans les eaux canadiennes, les différentes conditions de croissance qui influencent la toxicité. Pour faire ça, on a décidé, pourquoi pas on peut faire ça dans des mésocosmes, parce qu'on peut faire ça dans des conditions contrôlées que Sarah va présenter là-dessus. L'activité 2, c'est se focuser sur le traitement. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les usines, quand ils entrent dans les usines, qu'est-ce qui se passe durant le traitement et comment on peut les manager avec les différents procès de traitement qu'on a disponibles. Pour vous montrer comment tout ça s'assoit, ça c'est un procès typique de traitement d'eau, de la source à l'eau finie. On est d'accord avec c'est un bien schéma. Il y a des procès avancés, mais ça c'est pas mal. Et ça c'est comme un parlement là. Anyways, je me sens comme je suis à Ottawa. À la source, on a la mésocosme. Ça va présenter sur le détail de ça. Après, on fait la mesure real-time de l'eau brute, de l'entrée de l'usine, après les différents procès de traitement. C'est Lia qui fait son doctorat là-dessus dans notre équipe. Après, on va dire, OK, on détecte ça, qu'est-ce qu'on fait avec le traitement? On peut faire avec la préoxydation. C'est Saber qui fait son doctorat sur préoxydation de cellules et de toxines. Et le grand parti, c'est qu'on a des bouts. On crée des bouts. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bouts toxiques-là? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça qui retourne des fois dans le lac? C'est Farhad qui fait son doctorat dans notre équipe à Polytechnique. Et aussi, on finit avec l'oxydation à la fin pour tout ce qui reste dans l'eau finie. Ça, c'était le résumé de notre programme. On a chaque va passer. D'abord, Sarah. C'est vite. Alors, je ne suis pas certaine pour avoir le même niveau d'énergie. Ouais, mais parfois, oui, en tout cas. Alors, pour commencer, mais bonjour à toutes et à tous. I'm going to continue the presentation in English because there are a few people here that don't understand French, and I would like to allow them to understand as well. This is the team that we have for our team. So it's wonderful that this is the team this year. Last year, we had Kim Gariepi, who was pretty much alone taking the big responsibility of all these mesocosms with Yves Fontaine and Mélanie Rivard. So it was a bit busy. But this year, we have a full team out and ready to deploy. On a aussi Adiara qui vient de se joindre à nous comme postdoc aussi. Alors, bienvenue Adiara. So this is how it started. Unfortunately, we've heard a little bit about how there weren't very many cyanobacteria in all of our water bodies. This first bit is also to acknowledge the contribution of families of our research team. So this is Kim Gariepi's first attempt at figuring out how to design this mesocosm. And one of the things that's important to see is there's a lip over the top of where it's floating. The reason is because she also had the insight that we were going to have perhaps a lot of wave action at some of our field sites. So it was nicely tested in her family's backyard pool, and it worked. It was a good design, but once we deployed everything into the field, we had to make some modifications.
So in July, the methodology was finalized. We had 8 mesocosms, 25 liters. One of the things we were interested in looking at is nitrogen in duplicate, and we're looking at seeing how that ratio of nitrogen to phosphorus could impact the production of cyanotoxins. This is to replicate what would happen if you would have like a sudden input of some form of nitrogen into the water body. Could it have an effect on the toxicity of the cyanobacteria? We're looking at really short response times. Like, these aren't mesocosms that are meant to stay in the water body for like months at a time. It's really short term. Total time is 48 hours. So we had a control, nitrite addition, nitrate, and ammonium, and in duplicate. So everything was set up, ready to go, and the blooms weren't happening at Missisquoi Bay. So we had them. We had the test site in the Zodiac. This shows how we first started out having them in the field. We also had the lab, the field kind of things happen, like knowing that you really have to pull up the anchor when you want to get back to shore. So that was a good example of learning in the field. So we had Missisquoi Bay. Petit Lac Saint-François was where we went to because the blooms in Missisquoi Bay just didn't happen until much later in the season when courses had to start back up again. So here we see the design of a frame around them, also to make sure that they wouldn't get entangled amongst each other. So August and September, 16 sampling events, 2 sets of 8 mesocosms, 3 dosages of nutrients. So we collected samples at 0, at time is equal 0, and then 2 days later, 48 hours, and then they were brought back to the lab for analysis. This year, we're trying to do a lot more in the field because we really want to get that time series, to know how this progresses over time. So we need to deploy and be able to stay out in the field, and so those are some of the things that we're figuring out for this year. So far, we don't have conclusive results. We're still looking at the data, seeing what's available, what we've seen. We've seen that there's actually quite a lot of variability. As much as we try to keep our mesocosms standard with the same concentrations to begin with, it's one of the challenges. And so we have to make sure that we can do our best, and we do see some differences, but we at this point haven't run the statistics on it to say if the nutrient additions had a significant impact. You can see that here there's a little bit more color from the other species, but no statistics as of yet. And so this is the September results. And once again, you can see there's a lot of variability. So we really need to go out, have some good blooms this year. It's horrible to say that we want to have lots of cyanobacteria and lots of contamination, but we have this big team assembled. We really hope to be able to do that. So we have our focus again on the same sites, Lake Erie as well, Granby as well. And so we hope to be able to do that this summer. But in the meantime, we also want to make sure that we have some results. So we're doing some lab scale tests as well to look at nitrogen amendments, coagulant as well. The idea behind that is that there's our hypothesis that maybe is when the cyanobacteria are forming a scum at the surface, that's when they're upregulating their toxin production genes. And so if coagulant could be used in the field as a treatment, it might also be interesting. We also have Arash, when he came with a project looking at pre-oxidation with peroxide and copper sulfate. So that's being added on into our mesocosm experiments. So that's an addition that wasn't initially foreseen in the ATTRAP project, but it's coming in and added on. So we have these mesocosms, and we're going to be working this summer. So that's all for the mesocosms, and we'll continue on with the drinking water treatment. C'est difficile d'être plus dynamique qu'Arash dans une présentation, mais pour ceux qui ont travaillé avec lui dans le passé, on est super contents qu'il soit revenu et qu'il fasse partie de notre équipe. Pour la partie de traitement, donc ce qui se passe dans les usines, pour enlever les cyanobactéries, pour qu'elles ne passent pas en cyanobactéries et en cyanotoxines à l'eau traitée, mais aussi pour gérer les boues. Si on enlève les cellules avec les toxines dedans, évidemment, il faut gérer les boues. On a une équipe cette année, la même chose l'an dernier, on avait un étudiant qui commençait, Farad, et maintenant, on a 3 étudiants au doctorat qui vont tous avoir fini leur prédoc sous peu, et une équipe de terrain maintenant qui permet de se déployer rapidement.
Si on regarde un peu où on avait prévu travailler l'an dernier, on avait déjà plusieurs usines, 5 usines au Canada, puis on avait identifié 2 usines en Australie qui étaient intéressées à participer à nos essais, puis pour lesquels le lien avec Arrache, comme moi aussi je suis allée en sabbatique il y a 2 ans, avait été établi pour participer à ce projet-là. Qu'est-ce qu'on fait en traitement? Mais si on regarde, on a vraiment 2 types d'échantillonnage. Le premier, c'est des échantillonnages event-based, c'est-à-dire il se passe quelque chose, les cyanobactéries augmentent et on se déploie avec des séries temporelles pour comprendre ce qui rentre en toxicité, en nombre, en diversité et en activation de gènes toxiques, mais aussi ce qui s'accumule au niveau des différentes étapes de traitement et comment est-ce qu'on peut relier ce qu'on va trouver dans les boues, ce qui va être capturé à ce qui rentre et ce qu'on fait au niveau des interventions pour les diminuer. On a 2 sortes d'usines, puis aujourd'hui, je vous avoue que j'ai la difficulté à les séparer des fois. On a des usines à risque élevé. On prend Bedford, par exemple. Il y en a tous les ans, il y en a beaucoup. Les boues sont toxiques, les cyanotoxines peuvent même passer à l'eau traitée. Puis on a ce que j'avais appelé dans la proposition des low risk, on se disait, il en rentre un petit peu des fois, on peut en trouver un petit peu dans les boues, on avait étudié ça un peu, mais on se rend compte maintenant, on va le voir qu'ils ne sont pas toujours si low que ça, puis on ne sait plus maintenant s'ils sont moyens, élevés ou faibles, et puis vous allez voir par les résultats que ce n'est pas si évident. Donc, encore, on va vraiment regarder dans le temps ce qui se passe dans une source sur plusieurs mois, sur toute une saison de blooms. J'espère cet été avec des blooms toxiques aussi, même s'il ne faut pas le souhaiter aux villes, mais aussi avec vraiment des échantillonnages très, très, très intensifs où on se déploie plusieurs fois par jour. Comme dit Sarah, on couche là, on reste là, puis on suit le bloom à travers l'usine pour bien comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, le premier, Bedford, c'est l'étoile d'en bas à droite. Je ne vais pas présenter les résultats de Saint-Jean qui étaient très faibles. Quand nous, on se déploie, ce n'est pas le nombre de points dans la ressource, c'est le nombre de points dans l'usine. Donc, on est à l'eau brute, on est à l'eau décantée, on est dans le lit de boue, on est dans les boues concentrées, on est dans le surnageant du concentrateur de boue. Donc, on va vraiment multiplier nos points pour une seule usine. Donc, c'est important de comprendre ça. Et on voit un peu ici, là, à la prise d'eau à gauche, qu'est-ce que ça donne à Bedford. Puis à droite, la photo en bas, vous voyez ce que ça a l'air dans le concentrateur de boue. Donc, nous, on va étudier ce qui se passe là, parce que finalement, pour la municipalité, il faut savoir le niveau de toxicité dans ces boues et si on pourrait les traiter là pour en diminuer la toxicité et permettre l'utilisation, la revalorisation ou la disposition moins coûteuse. Et on regarde aussi, évidemment, qu'est-ce qui est enlevé, qu'est-ce qui s'accumule dans les décanteurs. Donc, les premiers résultats, je n'ai pas beaucoup de résultats à vous montrer aujourd'hui. Les toxines sont en cours d'analyse. On travaille avec l'équipe de Sébastien pour ça. Puis, du côté des analyses métagénomiques, on est encore, comme on vous l'a montré ce matin, dans les protocoles d'extraction. C'est qu'on attend de vraiment tout avoir fait bien pour vous le montrer. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est essentiellement de la spéciation faite par dénombrement taxonomique au microscope. À gauche, on voit l'eau brute. À droite, on voit la boue. Donc, on regarde ici, ce n'est pas des échelles log, donc vous voyez des nombres de cellules par millilitre à gauche dans l'eau brute. Et c'est une série temporelle. En fait, on y va une fois de temps en temps, du 27 juillet au 27 octobre, avec certains échantillonnages plus serrés dans le temps lorsqu'on voyait un peu d'action. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même une différence entre ce qu'on trouve dans les boues au niveau de la spéciation et ce qui se produit à l'usine. Bon, est-ce que c'est parce qu'on a de l'enlèvement sélectif, ce sur quoi on a déjà travaillé? Est-ce que c'est une question de survie, de lyse ou de multiplication? Ce sont toutes des hypothèses qui font partie de chacun des prédocs de nos étudiants pour bien pouvoir quantifier ça en conditions contrôlées et en conditions hyper complexes en usine dans les prochains mois. Je ne vous montre pas de toxines parce qu'on n'a pas encore de valeur pour ça, mais on s'attend à ce qu'elle soit très faible parce qu'avec des tests de base en ELISA, on s'attend à avoir des valeurs très faibles. Le deuxième, c'est l'usine de Pointe-Claire. Je l'ai mis aujourd'hui parce que la Ville de Montréal est là aujourd'hui. On a fait 4 échantillonnages, donc le lac Saint-Louis. On a eu une super belle présentation ce matin sur les benthiques et c'était intéressant. Donc, vous voyez ici encore en sel par millilitre, toujours en échelle arithmétique, et on voit un peu ce qu'on trouve. Il y a toujours 2 colonnes pour chacune des 4 dates. La première colonne, c'est ce qu'on voit à l'eau brute, puis la deuxième colonne, c'est ce qu'on voit dans les boues. C'est normal que ça soit plus haut. Dans les boues, ça sert à ça, une usine de clarification. On enlève les cellules, donc on les concentre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans certains cas, on peut concentrer des espèces d'intérêt
comme Microcystis aeruginosa pour l'échantillonnage du 17 août, ce qui m'a quand même assez étonnée. Donc, pour une source à très low risk, on a quand même eu certaines accumulations qui auraient pu être associées à certaines productions de toxines. Ça sera à vérifier. Maintenant, si on regarde un site très intéressant avec Union Water, on a une collaboration avec la chaire CRSNG de l'Université de Toronto là-dessus, puis Arash a travaillé avec eux comme postdoc. Donc, c'est une usine qui est très intéressante, donc qui prend son eau dans le lac Erie et qui a comme spécificité que les boues sont envoyées dans un étang, que l'étang, le surnageant, ça retourne au cours d'eau. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce qu'on va être sûr qu'on ne va pas renvoyer de la toxicité ou des cellules toxiques au cours d'eau, puis on voudrait comprendre, puis on peut intervenir au niveau de ce genre d'usine aussi. Donc ici, on vous montre deux séries d'échantillonnage, les premiers qu'on a fait l'an dernier. Donc les premières 4 barres à gauche, c'est l'eau brute, l'eau après préchloration, l'eau à l'entrée du bassin d'éboues, l'eau à sortie des bassins d'éboues. Et c'est la même chose pour la date suivante. Et là encore, c'est seulement des résultats de spéciation encore, mais on voit quand même, c'est sûr qu'il y en a plus dans les boues. La barre qui monte le plus haut, on voit aussi à droite que parfois on a beaucoup de concentration de cellules à l'entrée, mais pas dans les boues. Mais la préchloration avait à ce moment-là eu un effet bénéfique qui a permis de limiter l'accumulation précédente, cette date-là, des cyanobactéries dans les boues. Aussi, une autre partie du projet, qui est le projet de doctorat de l'IA ici, une de nos étudiantes, c'est d'utiliser nos sondes en gestion en temps réel. C'est vraiment important pour les municipalités de pouvoir ajuster en temps réel avec des mesures à travers les différents procédés de l'usine, pas juste à l'eau brute. Est-ce que mon décanteur fonctionne? Est-ce que mon filtre fonctionne? Est-ce que ma capture dans mon étang de traitement des boues fonctionne aussi? On a déployé l'an dernier un premier prototype. On a mis au point des nouveaux prototypes qui marchent vraiment mieux avec la télémétrie cette année, qu'on va déployer dans 3 de nos usines. À Bedford, à Saint-Jean, à Union Water, puis peut-être un 4e à Granby. On change chaque semaine en ce moment qui va faire quoi parce que avec nos usines à l'étude, il y a vraiment de la compétition pour les équipements qui sont disponibles. Donc, cette nouvelle génération-là va être déployée. En 2017, voici ce qu'on a fait sur 4 des principales villes qui ont été suivies. Ça fait une base de données hallucinante au niveau du suivi en chlorophylle, en phycocyanine. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de comprendre la dynamique à l'eau brute et dans l'usine, mais aussi de comprendre comment on peut interpréter le signal à l'eau brute sur le signal d'accumulation dans les boues, parce qu'on suit la composition et la densité dans les boues. C'est que ces outils-là, on cherche à les développer pour qu'ils soient utilisés en gestion, en temps réel, d'ajustement de traitement dans nos usines. Ça vous donne un peu un exemple dans le cas de suivi dans l'eau brute à gauche et dans l'eau clarifiée, donc après décantation à droite. On voit les abaissements de signaux pour la chlorophylle, la phycocyanine, mais on a 3-4 mois de données solides là-dessus, puis on se déploie cette année pour être encore plus complet. Qu'est-ce qui arrive pour 2018? Bien, toute l'optimisation des protocoles avec le groupe de McGill et l'NRC avec Audrey pour les toxines, ça va tout être terminé. C'est qu'on va d'abord finaliser avec tous ces protocoles, optimiser tout ce qu'on a recueilli l'an dernier, mais on va aussi travailler sur les études au laboratoire avec des cultures cellulaires pour essayer de chercher certaines des informations pour planifier nos traitements en usine in situ. On va aussi lancer, et je suis contente d'avoir rencontré l'étudiante Caroline, où Caroline, là, l'étudiante pour lancer l'étude qui va quantifier le coût des avis d'ébullition et de non-consommation et les relier au coût de changement de nos traitements dans les usines. En d'autres mots, pour se prévenir de ces avis-là, combien ça coûte en traitement et qu'est-ce que ça coûte vraiment un avis de non-consommation pendant une période de 2 jours, 3 semaines ou 1 mois comme à Bedford. Ensuite, on va se préparer, se déployer. On a 4 mois pour espérer une saison de bloom très productive cette année sur des sites à haute et faible intensité. Et on va
intervenir au niveau de dosage en usine pour vérifier ce qu'on a vu au laboratoire, si on est capable de le reproduire sur des blooms beaucoup plus complexes dans des conditions d'opération qui sont moins contrôlées que ce qu'on voit au laboratoire. Ça résume qu'est-ce qui s'est fait au traitement et sur les mésocosmes, mais évidemment, toute l'équipe travaille très étroitement ensemble puisque c'est dans le même laboratoire. Merci. On va finir avec la partie d'oxydation. Ça, c'est notre équipe d'étudiants et le staff de laboratoire qui nous aide. Comme je mentionnais au début, on fait oxydation à l'eau brute, à l'eau et au bout. Et dans les deux, pour l'année passée, on a dû spiker les cellules là-dedans et spiker les toxines parce qu'on ne trouvait pas les toxines, les cellules qui produisaient les toxines. On fait les préoxydations avec les agents d'oxydants qui ont l'entrée pour préoxydation et les agents oxydants qui ont l'entrée pour post-oxydation. On peut voir ici juste, on fait aussi coagulation. D'abord, on prend l'eau, on crée un lot, on spike les toxines là-dedans. On fait le coagulation. On peut voir qu'on peut enlever les cellules, mais à travers la coagulation, on n'enlève pas les toxines dissous. Ça, ce n'était pas surprenant, mais on voulait le vérifier quand même. Mais quand même, on serait intéressé de voir avec métagénomique si ces cellules-là vont produire les toxines ou non. Son gène sera expert ou non. Et après l'oxydation, ce qu'on voit avec dans l'eau brute, on voit vraiment une diminution de toxines, mais la diminution n'était pas autant importante qu'on attendait. Mais dans les slush, c'est plus intéressant. On a beaucoup de compétition dans les slush qu'on fait oxydation, mais on a réussi quand même de faire une bonne réduction des toxines qu'on a trouvées. Certaines toxines, et certaines, on a encore des problèmes à les mesurer. Les recherches qui vont venir, on va continuer à faire nos essais d'oxydation avec le bout et avec de l'eau. On va faire un pilote de préozonation et on va aussi faire un modeling pour ça. Je vais terminer avec les présentations qu'on va faire. On a au début de ramasser les données, ce n'est pas de papier encore, mais on a une présentation dans une conférence canadienne. On a beaucoup d'activités pour l'American Water Works Association Water Quality Technology Conference qui va se passer cette année en novembre à Toronto. Merci beaucoup. On a fait quoi? 30 minutes, yes! Question pour l'un des trois. Il a été super. Quand je pense verbomoteur, j'ai comme une image d'arrache, moi qui m'arrive. Question pour l'un des trois. Nathalie? You guys were talking about doing cell cultures. Yes. Can we have some to use as positive controls? Okay. Yes, we have several cultures of cyanobacteria and the green algae, but we bought them. They're supposed to be toxic, and they are not producing toxins. But if you want, we are happy to share with you. Okay. Yeah. Yeah, no problem. As for Sarah, I'm wondering if you could describe your mesocosm chamber a little bit more. I'm trying to understand how you maintain different nutrient concentrations inside the mesocosm chamber. They're all supposed to be the same at the start. So it's lake water to start with. So it's the conditions of the lake where the cells are to be accumulated and distributed evenly within the mesocosms. From the results that we had, it looks like we need to do better on ensuring that the initial mesocosms, there's more similarity, or they're closer together. So it's really a bag. We're really only looking, we're not trying to control for light conditions or anything, so it's just the clear bags. I think we're moving to larger bags this year. Those were the 20. So that's one of the things that we're adapting. But that's the big thing. So what it is a certain quantity of additional nutrients that are added according to each of the mesocosms. So it's a closed bag, or is it open? Yes, it's closed. It's Okay. not letting in. It's not letting in any water from the lake. It starts off with the lake water, but the idea is that each one has its own. But so it's exposed to the light, but I hope we mostly run them at times where the lakes are still, because that's where we would expect to see more of the influence of light, the mobility of the cells, and
certain things that might activate toxin production. And how long are you planning on running them for? Well, that was one of the things we wanted to look at with the first data set. So what we really want to do is have a nice time series, because we saw differences within 48 hours. From the first data set, it looks like there are differences. When there was nutrient addition, there was more production, and we need to really crunch through the toxin data. There are really low levels of toxins, so it's hard. But what we really want to get at is that time series. So that's why we're really trying to move in to doing more of the work in the field, so that we can see like times equal to 0, and that multiple times along the way. That's really what we're trying to get at, because we see differences after 48 hours, which is good, but we want to maybe really get in to what's going on at a much finer time scale. Over a longer time. Natalie doesn't know this yet, but she wants some samples from those as well. Well, actually, we should talk about that, because what we're doing right now is trying to figure out which samples we're going to process for the metagenomics stuff. So we need to, we need to coordinate, because, that's one of the things. I have a big team, and I have one of the students actually has a background in molecular biology. It showed that. So what we need to do is figure out what we can do. And hopefully we can interest you into some of the oxidized samples as well, because there are surviving cells in large numbers, to see what they are like. So, yeah. Yeah, so lots of interesting stuff to come.